Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire en compagnie de Gaz et Chim Froid, Chemours et Engie, Axima. Nous allons dans un premier temps attendre 2 à 3 minutes, histoire de, je dirais, de stabiliser la bande passante, de s'assurer que l'ensemble des participants puissent sereinement se connecter et visionner ce webinaire. Le chiffre des participants augmente encore un peu. Nous attendons encore une petite minute, je dirais. Ça continue de couper. Je vais vous demander encore quelques instants et après on commencera. On va se dire qu'on commence à ma montre les 9h03, à 9h04. On se lancera dans ce webinaire. Je vais profiter pour vous donner quelques infos pour la fin de ce webinaire. Nous avons mis en place un petit questionnaire pour les participants. Si vous voulez prendre le temps, quelques minutes d'y répondre à la fin de ce webinaire, nous vous en remercions par avance. Et je pense que il est 9h04, nous n'allons pas décaler davantage le début de ce webinaire. Donc, je vous propose de commencer. Donc, une nouvelle fois, merci à tous de participer à ce webinaire organisé par Gaz et Chim Froid et Chemours. Nous consacrons aujourd'hui ce webinaire à la mise en œuvre des A2L et nous allons vous exposer des exemples concrets de réalisation avec des flux frigorigènes A2L. Donc, pour ce webinaire, nous avons la participation de Gaz et Chim Froid avec ma participation et nous avons Chemours en l'honneur de Jean-Marc Christman, Technical Marketing Specialist, Louis Bissongol, Sales Business Development Manager. Et nous pouvons compter aujourd'hui sur ce webinaire pour de bonnes pratiques avec un acteur important dans le monde du froid qui est Axima Réfrigération, en la compagnie de Crystal Mayer, chargé de projet innovation. Voilà de ce qui est pour les présentations. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter l'outil support de cette visio, de ce webinaire. Donc, par défaut, les participants sont en mode écoute seulement. Les caméras sont désactivées et les microphones aussi pour le confort de ce webinaire. Si toutefois vous souhaitiez nous adresser des questions et des commentaires, vous pouvez le faire en utilisant la fonctionnalité questions qui se trouve sur la barre de commande à droite de votre écran normalement.
Il est peut-être nécessaire de cliquer sur la double flèche ici présente, hein, sur cette diapositive, pour faire le déroulé de commande. Les questions seront traitées à la fin de ce webinaire et le webinaire est bien entendu enregistré et vous sera diffusé ultérieurement. Donc, commençons ce webinaire au menu, si je puis dire, en sommaire. En guise d'introduction, nous ferons un rapide point réglementaire qui est finalement, je dirais, incontournable lorsque nous parlons de fluide frigorigène. Et nous enchaînerons ensuite sur des exemples de réalisation A2L. C'est un bilan qui nous sera présenté par Kemour. Nous verrons ainsi le large spectre des applications possibles pour les A2L. Cela nous permettra également de poser le cadre réglementaire et normatif autour des produits A2L. Et une fois ce point réalisé, nous ferons un tour d'horizon sur les outils disponibles afin de réaliser vos projets A2L. À la fin de ce cadre-là, une fois que le cadre sera posé, nous donnerons la parole à Axima pour développer une étude de cas qu'ils ont réalisée par leurs soins, et ce sera l'occasion d'un partage de retour d'expérience sur cette réalisation. Eh bien, en guise d'introduction, le contexte environnemental, le contexte réglementaire, pourquoi migrer vers une solution A2L? Je pense que tout le monde connaît l'emblématique règlement F-Gaz avec une règle maintenant bien connue de tout le monde, le phase-down. Donc, qu'est-ce que le phase-down? C'est la mise sous quota du marché du fluide frigorigène. Ce quota s'exprime en tonnes équivalent CO2. C'est le produit du tonnage des divers fluides frigorigènes avec leur GWP respectif. L'année de référence étant l'année 2015, qui est le 100% et l'année de calcul de ce quota. Ainsi, sur cette base, il a été prévu une réduction progressive de ce tonnage équivalent CO2 suivant différentes périodes qui s'étalent de 2 à 3 ans, d'où les plateaux sur ce graphique ici, en bleu. Mettant ainsi sous pression, je dirais, les fluides frigorigènes à fort GWP. Sur ce graphique, nous avons également ajouté une vision au-delà de la F-Gaz actuelle, qui doit être révisée pour 2022. Nous avons proposé une projection jusqu'à 2038, de 2030 à 2038, ici en gris, avec la projection des accords de Kigali. Notons que dès cette année, nous sommes sur une nouvelle étape du phase-down, 2021, le plateau 45%. Ce plateau, 45% du quota initial, soit un objectif de moins 55% par rapport à l'année de référence 2015. Ainsi, je dirais que pour répondre à cette exigence, cette règle du phase-down, il y a une balance qui est indexée sur le GWP. Et il faut alors répondre avec des solutions de fluides à faible GWP pour assurer la disponibilité, casser cette pression qui pèse, économique et réglementaire, sur les fluides frigorigènes. Pour accompagner cet objectif, le législateur a mis en place un calendrier de restriction des fluides frigorigènes, car j'insiste là-dessus, le phase-down à lui tout seul n'interdit aucun gaz en particulier, mais plutôt un niveau de GWP. Et ce calendrier de restriction va amener à atteindre cet objectif. Et nous connaissons tous, depuis 2020, la fameuse restriction de l'utilisation des fluides frigorigènes sur des équipements neufs dont le GWP doit être inférieur ou égal à 2500. Ça a déjà banni en neuf l'utilisation du R404A ou encore du R507. Et maintenant, si on regarde un peu plus loin, si on regarde, je dirais, à demain, le 1er janvier 2022, c'est-à-dire un peu moins de 6 mois de ce webinaire, nous allons vers la restriction sur l'utilisation des fluides frigorigènes pour des équipements neufs de type réfrigérateurs, congélateurs, commerciaux, dont le GWP de ces fluides frigorigènes devra être inférieur ou égal à 150. Du coup, quelle solution proposons-nous? Le nous inclut Kemour et Gaz et Chimie Froid. Finalement, Kemour est un partenaire
de gaz et chimiques froids, nous proposons maintenant, depuis plusieurs années déjà, deux gammes de fluides frigorigènes qui s'inscrivent dans cette évolution réglementaire et qui répondent, je dirais, aux exigences du métier sur le moyen et long terme. Je pense que vous connaissez tous le R449A, qui fait partie des solutions dites de moyen terme, qui a permis notamment le rétrofit et l'allongement des durées de vie des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes, dont le GWP est supérieur à 2500. Le 449A fait partie d'une gamme chez Chemours qui est la gamme dite Opteon XP. Lors des précédents webinaires, nous avons longuement parlé d'une gamme, la gamme Opteon XL, ici en vert sur ce graphique, avec notamment la solution R454C, dont le GWP est inférieur à 150. Nous avons démontré lors de ces précédents webinaires qu'il y avait une réelle opportunité, un réel enjeu à utiliser ce R454C et qu'il proposait une visibilité au long terme sur les solutions de fluides frigorigènes concurrentes. Cette solution, notamment, est A2L, et c'est un petit peu l'objet de ce webinaire, mise en œuvre de ces A2L, et nécessite peut-être un investissement un peu plus conséquent dans sa mise en œuvre en tant que nouvelle technologie. Voilà. Notons aussi également, une petite parenthèse, qu'il est possible de maintenir les installations en maintenance dont le fluide frigorigène est supérieur à 2500 en réutilisant la filière de la récupération et de la régénération des fluides, et ce jusqu'à 2030. Voilà, j'ai posé un petit peu le cadre réglementaire. Je vais maintenant passer la parole à Christelle Mayer pour nous partager peut-être le mot du frigoriste sur ces premières slides. Merci Lydie. Bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que pour répondre à l'ensemble des contraintes que vous avez énoncées par rapport à la F-Gaz et aux échéances clés qui approchent, Axima Réfrigération France adopte des bonnes pratiques, que ce soit pour des installations existantes ou des installations neuves. En ce qui concerne les installations existantes, nous apportons une vigilance importante à la bonne étanchéité de nos installations, avec notamment la recherche de fuites systématiques. Et dès que possible, nous essayons de récupérer les fluides pour les régénérer. Et on rétrofit avec des fluides dont le PRP est inférieur à 1500. Par exemple, on est souvent confronté à des rétrofits pour remplacer du R404A avec un PRP qui se rapproche de 4000, en remplaçant avec un fluide comme le R449A dont le PRP est inférieur à 1500. En ce qui concerne les installations neuves, nous essayons de proposer à nos clients des solutions pérennes avec des fluides dont le PRP est inférieur à 150. Notamment pour faire écho à la date clé que vous avez mentionnée, donc la date de 2022, donc c'est demain, notamment par rapport aux contraintes liées à la GMS, avec les équipements neufs commerciaux hermétiques scellés, dont le fluide ne devra pas dépasser 150 de PRP. Donc pour répondre à l'ensemble de ces contraintes, nous mettons en place donc, des solutions assez diverses avec un faible PRP. Donc je vais maintenant laisser la parole à Louis Bichongol, qui va vous décrire les différentes applications liées à ces fluides. Merci Christelle, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, pour continuer, je voudrais simplement revenir sur ce qui a déjà été accompli comme chemin, ce qui a été parcouru comme chemin avec les A2L depuis quelques années. Ils sont déjà présents sur le marché comme solution alternative aux réfrigérants à fort PRP. Et depuis quelques années, nous avons présenté différents types d'installations utilisant des A2L. Depuis 2017, en l'occurrence, on a vu apparaître les premières installations en pâtisserie industrielle. Et depuis, les applications se sont étendues à la vente au retail, les grandes surfaces alimentaires, et puis on va jusqu'aux entrepôts frigorifiques de toute taille. C'est un peu ce que nous avons présenté au fil de nos webinaires précédents. Donc aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? C'est un peu ce que je voudrais monter sur la slide suivante. C'est-à-dire que ces installations qui ont été réalisées l'ont été dans un cadre normatif et réglementaire. Et ce qu'il faudrait retenir comme grande ligne sur ce qu'il faut suivre comme loi, comme règle, au niveau européen et français, apparaît sur cette diapositive.
On va dire que pour la climatisation, le chauffage et l'eau chaude sanitaire, en Europe, ce qui s'applique, c'est la EN 378, quand en France, on a le CH35 qui encadre l'usage des A2L et des réfrigérants inflammables et aussi non inflammables. Quant à la réfrigération commerciale et industrielle, nous avons deux catégories. La première, ce sont les groupes logés ou plug-in. En Europe, la EN 378 s'applique et en France, nous avons le guide M. Et pour tout le reste, les applications de détente directe, centrale, chillers, groupe de production d'eau glacée, nous avons en Europe la EN 378 encore, mais elle, qui finalement s'applique à tous les segments d'utilisation, quand en France, nous avons pour les chillers, pour une fois, la EN 378 qui s'applique. Donc, c'est pour dire que le contexte réglementaire est à peu près homogène en Europe, avec des particularités en France, sur lesquelles il faut porter son attention, et c'est un peu l'objet de la discussion ou de l'échange d'aujourd'hui. Nous ferons un peu plus loin dans le webinaire quelles sont les subtilités à prendre en compte. Mais pour l'heure, je voudrais aborder ce qui se fait tout près de chez nous, en Espagne, par exemple, où ils ont réalisé des installations et cela a été rendu possible par la disponibilité croissante du matériel. C'est-à-dire que de plus en plus d'acteurs de la filière proposent des équipements compatibles A2L. Nous avons des fabricants de compresseurs, des fabricants de meubles frigorifiques, des échangeurs de chaleur, des composants de ligne, un peu tout ça. Et nous avons aussi des entreprises qui proposent des systèmes, des installations, comme Axima, présent dans ce webinaire, et aussi des distributeurs qui proposent des équipements, notamment des groupes de condensation compatibles A2L. C'est le cas de Grupo Disco en Espagne ou le Froid Pécomarque en France, pour ne citer que cela. Et bien sûr, de nombreux autres s'ajouter à la liste tous les jours et qui n'apparaissent pas forcément sur cette diapositive. Donc, sur la suivante, concrètement, qu'est-ce que ça donne lorsque on a d'un côté le cadre réglementaire qui est prêt et de l'autre la disponibilité des composants de plus en plus étoffés, ça donne des installations qui basculent A2L. C'est le sens de l'histoire. Hein. Les A2L font désormais partie du paysage des réfrigérants très barres GWP qui s'inscrivent sur le long terme vis-à-vis de la F-Gaz et même de l'amendement de Kigali. Donc, un exemple concret en Espagne a été réalisé en octobre 2020. C'est le supermarché Spar, un petit magasin d'une superficie totale de 600 mètres carrés pour 350 mètres carrés de surface de vente. Qu'est-ce qu'on y retrouve comme équipement? Des meubles frigorifiques de vente et des chambres froides. Et puis, l'installateur ici a proposé des groupes de condensation. Il faut noter que ce sont des groupes de condensation Grupo Disco, qui est par ailleurs un distributeur, pour une charge totale de 300 kg de R454C. Le point intéressant à noter ici, c'est que nous sommes en détente directe, c'est-à-dire qu'on a les groupes de condensation de côté, et puis dans la surface de vente, des meubles frigorifiques compatibles A2L, comme on en trouve aujourd'hui dans les magasins. Sauf que là, on fait de la détente directe. Petite précision, comme je le disais, l'ensemble des acteurs sont prêts. On a Danfoss qui a fourni la régulation et puis les détendeurs électroniques. L'installation a été réalisée par un faiseur local. Ce qui est intéressant à noter, ce n'est peut-être pas très lisible pour vous sur la petite figure en bas à droite, ce sont les critères qui ont, on va dire, guidé le choix de Spar vers cette solution. C'est-à-dire qu'il voulait un réfrigérant avec un PRG inférieur à 150 pour s'inscrire sur le long terme vis-à-vis de la F-Gaz. Et en même temps, il voulait s'assurer que les COP soient au moins aussi bons que les solutions anciennes, R404A, et les solutions de transition, R449A, R448A. Et bien entendu, ils ont bien précisé le fait qu'ils voulaient que la maintenance de ces systèmes ne soit pas plus complexe. Et pour finir,
ils ont accepté de mettre en œuvre ce qui était nécessaire, prescrit par les recommandations que nous venons de voir, les normes et les règlements que nous venons de voir, pour gérer la faible inflammabilité de ces solutions. Donc c'est un cas qui a été, comment dire ça, salué par l'utilisateur final qui est content de son choix. Autre exemple, toujours en Espagne, tout proche de chez nous, hein, l'Espagne, c'est le sud de la France, je suis tenté de dire. Donc, on a un autre supermarché qui s'appelle Plus Fresc, à Lleida, en Catalogne, qui lui est beaucoup plus récent, il date d'il y a quelques semaines, où ils ont converti leurs installations 404A en A2L. Donc, là encore, la surface de vente est à peu près similaire, on est sur 600 mètres carrés, et puis on a des chambres froides et des meubles frigorifiques de vente alimentés en détente directe par 2 unités Ecomark de 15 kW chacune, intégrant des compresseurs Bitzer, avec 50 kg de R454C. Pour rappel, le R454C, c'est l'Opteon XL20. Donc, un installateur local et cette fois-ci une régulation différente. Ça montre que les acteurs sont de plus en plus nombreux, ce qui est intéressant en termes d'offres et en termes de compétitivité, il faut le dire. Et les meubles frigorifiques ont été fournis par escale sur des présentoirs moyennes et basses températures. Donc, encore une fois ici, le choix qui a été fait par Plus Fresc était d'aller vers des solutions long terme, bas PRG, et en acceptant de mettre en œuvre ce qui était nécessaire pour utiliser des réfrigérants A2L. Une particularité en Espagne, c'est que la EN378, comme on va le voir sur la diapo suivante, est le référentiel, de même qu'en France. Et une fois qu'on a suivi les prescriptions de la EN378, on a mené une analyse de risque. Donc, c'est un peu des réalisations et une approche un peu simple, je dirais, et facile, mais nous allons voir qu'en France, c'est un petit peu différent, suivant les acteurs. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser la place à Jean-Marc Chrisman, qui va aborder les autres aspects incontournables, on va dire les piliers qui permettent d'utiliser les A2L de manière sûre. Je fais référence au calcul de charge et puis à l'analyse de risque. Jean-Marc, c'est à toi. Merci beaucoup Louis et bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, pour vous aider là, dans la mise en œuvre des fluides A2L, il existe plusieurs outils qu'on va pouvoir voir sur la diapositive suivante, dont le premier va être le calculateur de charge. Donc Chemours, nous avons réalisé un calculateur de charge Opteon qui permet lui de définir les charges maximales et les mesures de protection à mettre en place selon les niveaux de charge du système. Donc, dans tous les cas, on va mettre un détecteur de fluide qui va être installé, qui se déclenchera généralement à partir d'un quart de la LFL et qui va activer d'autres mesures de sécurité. Et ces mesures de sécurité vont dépendre bien sûr de la catégorie, de la classe du bâtiment. Donc, quand on parle de mesures de protection complémentaires, ça va pouvoir être une ventilation mécanique, une ventilation même naturelle, des vannes d'arrêt, une alarme de sécurité, lumineuse sonore, voilà, des choses comme ça. Ce calculateur, bien sûr, pour rappel, est disponible en ligne et le lien vers le calculateur vous sera transmis après le webinaire. Donc, je vous propose sur la slide suivante de voir l'exemple du magasin que nous a présenté Louis, le premier cas, le magasin Spar. Et en fait, on peut voir ici qu'on a sélectionné la classification en classe 2. Ça signifie que le groupe est placé soit à l'extérieur, soit dans une salle des machines. On est parti sur une catégorie d'accès A, c'est-à-dire ouvert à tout public, parce que là, on est dans un ERP. Le réfrigérant, donc on a sélectionné le XL20, qui est le R454C, mais on a les autres réfrigérants Chemours qui sont disponibles également. Et bien sûr, il faut rentrer les dimensions du local à considérer pour permettre le calcul selon la EN378. Donc en fait, on peut voir dans cet exemple-là que le petit point jaune, c'est le résultat du calcul, c'est là où on va se situer. Donc nous, on est dans la zone qui est bleu foncé. Cette zone bleu foncé demande au minimum une mesure complémentaire que j'ai citée auparavant.
Mais par contre, on a deux autres zones à voir. C'est celle d'en dessous qui est la zone violette, où là, aucune mesure complémentaire n'est demandée. C'est qu'on est sur une charge très faible. Dans le cas présent, par exemple, ça serait en dessous de 11,43 kg. Et ensuite, si on dépasse cette partie bleu foncé pour arriver dans le bleu ciel, donc au-delà des 45,75 kg de fluide, il va falloir prévoir deux mesures de sécurité complémentaires. Voilà. Donc, puisqu'on parlait de salle des machines, il y a une question qui revient souvent, c'est la ventilation dans la salle des machines. Donc, on peut très bien se référer à la EN 378 dans son chapitre 3, qui, elle, va décrire les méthodes de calcul. Donc, pour résumer, sur ces éléments-là, il faut… Non, tu peux revenir, Mehdi, pardon. Merci. Donc, il faut déjà prévoir si la salle des machines est en version non occupée. Dans ce cas-là, il n'y a aucune imposition particulière sur la ventilation. Si par contre, elle peut être occupée en fonctionnement normal, quand on dit occupée, c'est pas en cas de panne, il y a un technicien qui arrive, bien sûr qu'elle sera occupée. Mais si vraiment en fonctionnement normal, il est prévu qu'il y ait un opérateur, peut-être pour surveiller ou pour les écrans, etc., il faut toujours prévoir un minimum de 4 volumes par heure de renouvellement d'air dans la salle des machines, qui bien sûr, lui, va beaucoup augmenter ce volume de renouvellement en cas d'urgence. Quand on dit en cas d'urgence, c'est typiquement sur une détection de fuite. On a le débit de ventilation d'urgence qui va alors devoir être calculé selon la formule que vous voyez ici. Et dans tous les cas, on va se limiter à 15 volumeurs de renouvellement. Après, on a de toute façon des vitesses d'air trop importantes, ça va être bruyant et très gênant pour les personnes. Donc, ce qu'on a décrit dans cette slide, c'est bien sûr commun à tous les fluides frigorigènes, qu'ils soient A2L, A3, A1, peu importe. On sera toujours dans ces cas-là. Et ce qu'on va vous présenter maintenant sur la diapositive suivante, c'est les spécificités sur la partie des fluides A2L, ou A3, ou A2, en tout cas dès qu'on dépasse le A1. Le ventilateur doit être bien sûr dans le flux d'air, et si possible, on peut mettre le moteur hors du flux d'air. Dans ce cas-là, on n'a aucune imposition particulière sur le matériel. Ça peut être un ventilateur ou une tourelle tout à fait classique. Si par contre, on a l'extracteur qui se retrouve avec le moteur dans le flux d'air, dans ce cas-là, bien sûr, on prévoira une condition ATEX sur le moteur pour garantir la sécurité en fonctionnement d'urgence. Voilà. Ensuite, ce n'est pas seulement les seules choses qui existent, il y a également des guides qui ont été proposés. Donc, il y a, pour faciliter la mise en œuvre de ces fluides, le premier qui a été réalisé par l'AFCE et le caustique, et c'est un recueil en fait de toutes les bonnes pratiques pour la mise en place des fluides A2L et A3. Et on en a un autre qui est très intéressant également, qui a été fait en partenariat entre le CETIM, l'UNICLIMA et le SNEFCA, et qui lui va traiter plus spécifiquement de l'analyse de risque. Et c'est ce qu'on va voir maintenant sur la diapositive suivante, où en fait, quand on parle d'analyse de risque, finalement, le problème principal qu'il s'agit de résoudre, c'est surtout de qualifier les risques, on va dire de les prioriser. Parce que tous les risques sont des priorités, ça c'est sûr. Par contre, il y a un niveau de criticité différent qui, lui, va dépendre principalement de deux facteurs, en tout cas c'est ce que propose la norme, qui sont la gravité et la fréquence du risque. Donc, le guide permet de poser une échelle, en fait, sur ces facteurs, ce qui va permettre de définir la priorité de chaque risque. Et comme ça a été schématisé sur le graphique que vous voyez ici, en vert, on a ce que l'on peut considérer comme des risques acceptables, où il n'y a pas spécifiquement de mesures complémentaires à prendre. Donc, c'est des choses qui vont soit jamais arriver, soit avoir des conséquences plutôt mineures ou négligeables. Par contre, dès qu'on va augmenter les fréquences ou les gravités des risques, on va se retrouver soit en priorité 2 ou en priorité 1. Donc, c'est la partie jaune ou rouge que vous pouvez voir ici, qui, elles, sont des risques non acceptables. Donc, il va falloir trouver simplement des mesures de sécurité complémentaires à rajouter, que ça peut être en prévention, ça peut être en protection, pour ramener ces risques-là le plus possible dans la zone verte. Voilà. Donc maintenant, je vais avoir le plaisir de laisser la parole à Christelle Mayer d'Axima Réfrigération France, qui va du coup vous partager son expérience sur les points de vigilance qui ont été vus dans la mise en œuvre de ces fluides. Merci Jean-Marc Christman. En effet, il est vrai que nous constatons à l'heure actuelle qu'il y a de plus en plus de fluides A2L disponibles sur le marché et les applications sont aussi très diverses. Donc, ce sont des fluides A2L qui sont en développement liés au fait que ce sont des fluides à bas PRP qui permettent de répondre aux critères et aux contraintes de la F-Gaz.
Mais ce critère d'inflammabilité, lié notamment à la classification 2L, entraîne tout de même des contraintes supplémentaires que je vais évoquer. Nous avons tout d'abord donc le respect de la réglementation, avec notamment le respect de la norme EN 378, comme vous l'a décrit Louis Bichongol, avec le calcul et la limite de charge que vous devez réaliser pour chaque installation, avec une analyse de risque détaillée. Lorsque vous faites le dimensionnement de vos équipements, il est aussi intéressant donc, de choisir des équipements et donc des fournisseurs qui sont capables de vous fournir des équipements compatibles pour ces fluides A2L. Car sur le marché, il est vrai que l'on constate que pour certains types d'installations, le nombre d'équipements reste encore limité. Ensuite, pour répondre à l'ensemble des contraintes liées à l'inflammabilité, il faut prendre en compte donc des mesures de sécurité et des bonnes pratiques qu'il faut diffuser auprès de nos équipes pour pouvoir réaliser sereinement ces installations utilisant des fluides légèrement inflammables. Par rapport au début du déploiement de ces fluides A2L, il nous semblait opportun donc, de vous faire part de notre retour d'expérience terrain en évoquant avec vous quelques points de vigilance avec quelques problèmes que nous avons dû surmonter pendant le début de ce déploiement. Sur le marché, donc, vous pouvez être confronté donc, à différents types ou gammes de groupes de condensation certifiés pour les fluides A2L, mais il est possible que certains de ces groupes n'aient pas le certificat CE d'ensemble. Vous pouvez installer ce groupe, néanmoins, il faudra recueillir l'ensemble des certificats CE de chacun de vos composants afin de faire et de réaliser la vérification d'ensemble de votre équipement. Donc cela nécessite un peu de temps. On a également été confronté donc à une non-conformité des équipements. Par exemple, nous avons reçu des évaporateurs qui n'avaient pas la bonne plaque signalétique. En effet, on sait que la plupart des fluides A2L sont des fluides dits de groupe 1 dangereux, hormis le 1234Z2 qui est un fluide de groupe 2. Sur l'échangeur que nous avions reçu, donc sur la plaque signalétique, il était précisé que c'était un fluide de groupe 2. Donc nous avons dû échanger cet équipement. C'est pour ça qu'il faut apporter une vigilance assez importante lorsque vous faites la sélection ou lorsque vous réceptionnez l'ensemble de vos équipements pour savoir s'ils sont bien compatibles pour ces fluides légèrement inflammables. Et vérifier également que ces équipements donc, ont bien le certificat CE également. Car en règle générale, donc, les installations utilisant des fluides A2L sont des installations qui semblent être très similaires aux installations traditionnelles utilisant des HFC. Néanmoins, certains des équipements donc, standards ou des options ne sont pas encore validés pour ces fluides. Enfin, il faut aussi prendre en compte qu'il faut un peu de temps pour s'approprier toute la méthodologie d'analyse de risque que vous devez effectuer au cas par cas pour vos installations. Donc l'ensemble de ces points de vigilance, c'est des points qu'on a rencontrés et qui me semblent importants donc, de vous faire part. Mais il est important donc, de savoir que depuis ces derniers mois, on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de fabricants qui développent des gammes compatibles pour ces fluides. Donc c'est prometteur pour le développement et la mise en place des fluides A2L. Par la suite, donc, je vais vous décrire une installation que nous avons mise en place en août 2020. Donc, ce système frigorifique se compose d'un évaporateur relié à un groupe de condensation. Donc, c'est une chambre froide négative. L'installation existante était une production R422A avec un PRP de 3143. Et donc, nous avons mis en place une installation R454C dont le PRP de 148. Donc, PRP de 148 inférieur à 150. Donc, c'était l'un des critères clés qui nous a poussé à mettre en place donc, du 454C, c'est le faible PRP. Le dimensionnement de cette installation est de 5 kW de froid pour une température de -23 à l'intérieur de la chambre froide et une température extérieure de 35 degrés, avec une surface de 29 m² et un volume de 109 m3. Comme vous pouvez le voir, donc, la mise en place d'équipements nécessite quelques spécificités liées à l'utilisation de ces fluides A2L. Sur le groupe de condensation utilisant des compresseurs bisaires, vous pouvez voir que la partie fluidique est séparée de la partie électrique. Nous avons également apposé donc,
un étiquetage qui montre que nous utilisons un fluide inflammable et sur le flanc droit du groupe, nous avons bien spécifié la charge que nous avons mis en place de fluide frigorigène, qui est de 9 kg. Donc après avoir donc, défini l'emplacement et les équipements que l'on voulait, on va maintenant procéder au calcul de la charge. Il est important donc de faire cet exercice, donc de faire le calcul de charge pour savoir si le résultat est cohérent par rapport à la norme EN 378 et savoir si oui ou non on doit rajouter des mesures de sécurité supplémentaires. Donc dans le cas présent, donc nous sommes en catégorie d'accès C, accès réservé aux personnels qui connaissent les mesures de sécurité. La classification 2, c'est-à-dire que donc, le compresseur est à l'air libre, le groupe est à l'air libre et il est protégé par un grillage. Et dans la chambre froide, il y a seulement moins d'une personne pour 10 mètres carrés. Donc j'ai utilisé l'outil qui a été décrit précédemment, j'ai rempli l'ensemble des hypothèses que je vous ai mentionnées et le résultat final, c'est qu'il n'y a aucune restriction de charge. Point positif. Mais pour des mesures de prévention, Axima Réfrigération France a mis en place de la détection de fuite avec alarme sonore et visuelle. Juste pour information et faire écho à la description de l'outil, j'ai voulu vous montrer à partir de quelle limite de charge nous aurions dû mettre obligatoirement cette détection de fuite. Donc le premier seuil de la norme est de 15,91 kg, qui est bien supérieur aux 9 kg que l'on a mis dans l'installation, ce qui nous laisse une certaine marge. Également, nous avons mis en place donc, une affiche sur la porte de la chambre froide qui indique un nombre restreint de personnes. Il y a maximum 2 personnes dans la chambre froide liée à la superficie des 29 mètres carrés. Sur cette affiche, il y a également quelques points spécifiques à respecter pour l'utilisation de ces fluides A2L. Donc, cette étude de cas que je vous ai décrit, c'est un modèle type que l'on a déployé en grand nombre dans toute la France et qui nous semble être propice pour le déploiement de ces fluides A2L. Après avoir décrit donc, cette étude de cas, il nous a semblé important donc, de vous décrire en détail quelle méthodologie on emploie pour savoir si oui ou non on peut mettre en place ces fluides A2L. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On analyse les contraintes du site et également tous les locaux susceptibles d'être traversés par de la tuyauterie pouvant contenir du fluide inflammable pour pouvoir faire le calcul de charge. On essaie aussi de définir l'emplacement du système frigorifique le plus pertinent pour pouvoir pallier à ces contraintes et ces limites de charge. Et ensuite, on utilise différents outils pour vérifier que la charge estimée sera correspondante par rapport à la norme. Et au cas par cas, et en fonction donc, du besoin, on applique des mesures de sécurité supplémentaires. Donc ces mesures, ça peut être la détection de fuite, des vannes d'isolement ou de la ventilation mécanique. Dans un troisième temps, donc, on réalise une analyse de risque détaillée sur l'ensemble de l'installation en prenant en compte les différentes vies du système, que ce soit de la mise en service, réalisation jusqu'à la maintenance et fin de vie. Et on vérifie donc, que les équipements que l'on met en place sont bien conformes, certifiés CE pour respecter les contraintes liées à ces fluides légèrement inflammables. Et enfin, la dernière étape, nous faisons intervenir un organisme spécifique qui valide la conformité d'ensemble des équipements sous pression. Car comme je vous l'ai dit, la plupart des équipements, la plupart des fluides A2L sont des fluides dits de groupe 1, dangereux. Ce qui a pour conséquence que pour certains équipements, on a des catégories un peu plus élevées comparées à des équipements utilisant des fluides A1, des HFC traditionnels. Je vais ainsi donc conclure cette présentation en parlant donc de la diversité des fluides A2L, qui est très importante, et les applications également, que ce soit pour tout ce qui est climatisation, chambre froide, chiller. Néanmoins, il faut bien prendre en compte certains points de sécurité qui sont intrinsèquement liés soit au fluide, soit à la typologie d'installation. Donc, je vais finir par vous donner quelques conseils pour la mise en place de ces fluides que nous utilisons à chaque fois pour chaque installation. Dans un premier temps, donc, on privilégie essentiellement des installations dont la production est dans un environnement extérieur,
en accès restreint et même protégé soit par un grillage avec une affiche qui montre que l'on est en présence de fluides légèrement inflammables. On utilise uniquement des équipements et composants qui comportent une approbation pour ces fluides, un marquage. Ça, c'est très important, notamment par rapport au fait que ce sont des fluides inflammables et qui comportent un certain glissement. Donc, ceci a pour conséquence que l'on ne rétrofite pas des installations utilisant des HFC A1 avec des fluides A2L. Pourquoi? Car d'une part, on perd la qualification et le marquage CE. On n'est pas couvert par les assurances et au niveau de la performance des équipements, ils risquent d'être détériorés. On pourrait requalifier nos équipements pour ces fuites, mais cela prend énormément de temps et c'est un coût supplémentaire. Et donc, c'est pour ça que nous ne rétrofitons pas ces installations. Enfin, dernier point, c'est que pour chaque installation, on essaie de respecter les différents points de la norme qu'on a évoqués, la norme EN 378, avec notamment le calcul de la charge admissible et avec les équipements de sécurité associés. Donc voilà ce qui conclut la partie concernant l'étude de cas par rapport à ces fluides A2L. Je vais laisser maintenant la parole à Louis Bichongol qui va conclure sur sa partie. Merci Madame Mayer. C'était très intéressant de voir comment vous avez abordé ce cas d'étude. Et j'espère que ça éclaire davantage vos confrères qui travaillent sur des installations similaires ou d'autres installations. En guise de conclusion pour cette première partie, avant d'en arriver aux questions, je me contenterai de rappeler que l'usage des A2L fait désormais partie du paysage, il se démocratise et les A2L sont considérés, envisagés sur la quasi-totalité des installations. Et bien sûr, il y a des réfrigérants plus efficaces ou des solutions réfrigérantes plus efficaces que d'autres selon la typologie d'installation. Les outils et les équipements existent. Vous avez ce qu'il vous faut pour comprendre le contexte réglementaire, calculer vos charges, mener des analyses de risque. Et puis, de l'autre côté, vous avez tout le matériel qui vous permettra de matérialiser ces installations, si je puis dire. Et pour notre part, c'est un constat, le R454C, l'Opteon XL20, est toujours la solution A2L, en tout cas en réfrigération commerciale, qui présente les meilleurs intérêts en termes de pérennité F-gaz, en termes d'efficacité énergétique, en termes de coût total du cycle de vie de l'installation. Donc il présente le meilleur retour sur investissement. Ça, c'est la vision de notre point de vue. Et je voudrais partager cette point de conclusion avec une vision complémentaire qui vient du terrain, qui vient d'Axima. Merci encore. Merci Louis Bichongol. Oui, comme nous l'avons vu, donc on sait que pour mettre en place ces fluides, il faut une certaine approche rigoureuse et une certaine méthodologie. Donc, tout le travail de dimensionnement, de conception, de validation en amont est donc un peu plus conséquent et contraignant. Mais avec tous les outils disponibles et diffusés, comme vous avez pu le voir dans cette présentation, ça devient beaucoup plus simple pour savoir si donc, ces installations sont propices pour la mise en place de ces fluides A2L. Nous avons également vu que le nombre d'équipements et fournisseurs disponibles ne cesse de se développer, mais il est encore restreint et réduit pour aborder certains types de projets. Mais pour finir, donc, l'utilisation de ces fluides A2L semble être et est quasiment similaire à l'utilisation de fluides traditionnels utilisant des HFC, avec tout ce qui concerne donc, la réalisation, la maintenance et les services après-vente sont simples et connus de nos techniciens, donc ce qui est un gros point positif, sous réserve bien sûr d'être formés des éléments de sécurité et des outillages et équipements spécifiques à utiliser pour la manipulation de ces fluides. Voilà ce qui conclut cette présentation et ce webinaire. Merci. Mehdi, ton micro est coupé.
Merci, Jean. Donc, merci Cristal. Je remercie Cristal pour cette conclusion partagée d'Axima. Du coup, c'est le moment d'interaction, j'ai envie de dire, avec vous, chers auditeurs. Vous nous avez posé quelques questions sur l'outil GoToWebinar. N'hésitez pas encore à en poser s'il y en avait. Il y en a quelques-unes, je dirais une dizaine à la louche. Je vais les prendre dans l'ordre d'apparition. Donc, la première, elle est plutôt organisationnelle, donc je vais me permettre d'y répondre. Serait-il possible de revoir l'enregistrement du live? Oui, il est possible de revoir cet enregistrement ultérieurement. Nous communiquerons dans les quelques jours qui suivent ce webinaire un lien pour pouvoir revisionner son contenu. Donc voilà, cette première question plutôt d'organisation. Nous en avons plusieurs concernant ce webinaire. Je vais peut-être l'adresser la première dans l'ordre d'apparition pour Jean-Marc. Je pense que tu auras largement la réponse à cette question, qui est quelle est la charge maximale de fluide A2L autorisée pour les ERP? Voilà la question qui nous a été posée. D'accord, merci Mehdi. En fait, la charge maximale autorisée par circuit frigorifique, elle va vraiment dépendre de l'application que vous considérez. Donc, de l'emplacement des équipements, la catégorie d'accès, où ces derniers sont installés. Donc, la EN 378 elle indique bien les formules à utiliser dans ces cas-là pour faire les calculs de charge. Et comme je vous l'ai présenté, le calculateur de charge de Chemours, il est basé sur la EN 378. Donc, il est utilisable, il est en ligne, pour vous préciser également, il est disponible en ligne. Je pense même qu'on va vous envoyer le lien après le webinaire. Voilà. Donc, il faudra vraiment suivre les recommandations de l'AEN. Donc, vous pouvez le faire avec le calculateur. C'est rapide et assez facile et assez précis. Voilà. Ok, merci Jean. Merci. J'enchaîne avec une autre question. Du coup, je vais me permettre d'y répondre. La question est quels sont les organes de sécurité obligatoires pour les A2L? J'espère que cette question sera limpide au revisionnage de ce webinaire. Elles sont en fonction, comme l'a dit Jean-Marc, du niveau de charge et de la configuration de votre projet. Et les organes de sécurité obligatoires vont dépendre en fait, essentiellement de la charge. Donc, si vous êtes sur une très faible charge, il se peut que vous soyez dans un cas où il n'y ait pas de prescription supplémentaire de sécurité. Et si vous êtes sur des charges beaucoup plus importantes, auquel cas il faudra souvent obligatoirement mettre un détecteur de fuite, de présence de gaz dans les locaux desservis et asservir cette détection à des éléments de sécurité qui sont des vannes d'arrêt, de la ventilation, une alarme visuelle et sonore, le cas échéant. Donc je continue du coup, toujours lancer sur ces questions. La prochaine, je pense, Louis, que tu auras la réponse. Qui détermine si les installations est dite ATEX ou pas sur les installations A2L? Oui, la notion d'ATEX, atmosphère explosive, va être mise en évidence par une analyse de risque. Mais avant d'y venir, je voudrais peut-être rappeler l'esprit ou la philosophie de la EN 378 quand on parle des A2L. La limitation de charge prescrite par la EN 378 a pour objectif de faire en sorte qu'en cas de fuite accidentelle de fluide et de libération totale de la quantité de fluide dans le volume donné et suivant la configuration considérée, qu'on n'atteigne jamais la concentration, la limite inférieure d'explosivité. C'est-à-dire que si tout le fluide s'échappe dans le volume de la chambre froide, s'il y a une étincelle, le mélange ne devrait pas s'enflammer. Donc, lorsque on respecte la limite de charge, il n'y a pas de zone ATEX à considérer, de zone ATEX dangereuse à considérer. En revanche, lorsqu'on s'affranchit de la limite de charge prescrite par la EN 378, parce qu'on a le droit de le faire, l'analyse de risque, à ce moment-là, peut mettre en évidence l'apparition de zones ATEX. Et dans ce cas-là, il faut prendre les mesures
qui s'imposent en termes de mitigation du risque, et d'utilisation de matériel adapté à ce risque-là. Donc finalement, pour répondre simplement à la question, qui est-ce qui définit, qui décide s'il y a des zones ATEX ou pas? C'est pas une vraie décision, c'est une déduction qui vient de l'observance de la EN 378 et de l'analyse de risque. Ok, merci Louis pour ces réponses. Du coup, je vais m'adresser cette fois-ci à Crystal Mayer. La question est la suivante. Y a-t-il une obligation réglementaire d'installer un détecteur de fuite fluorogène à l'intérieur des chambres froides? Je pense que j'ai un petit peu répondu, mais la question est reposée, donc peut-être nécessite éclaircissement. Merci. Oui, donc comme nous l'avons vu, pour répondre à cette question, il faut vraiment donc bien regarder la norme EN 378 et c'est vraiment une étude au cas par cas qui nous dira si oui ou non on doit mettre en place de la détection de fuite en fonction de la charge que l'on a dans notre installation. Comme nous l'avons vu, d'après votre outil, si on dépasse le premier seuil de la norme, alors oui, il faudra mettre donc une mesure de sécurité supplémentaire. En général, on met en place de la détection de fuite, qui est le plus simple. Mais voilà, donc ça dépend vraiment donc, des conditions de l'installation, le volume, la classification, la catégorie, pour savoir si oui ou non on met en place des mesures de sécurité qui peut être de la détection de fuite. Donc c'est au cas par cas. Il n'y a pas d'obligation réglementaire à proprement dit. Très bien, merci Cristal. Une autre question qui nous a été posée, je vais me permettre d'y répondre. Les modèles d'analyse de risque sont-ils diffusés? Vous pouvez retrouver, il me semble, en tout cas j'en ai retrouvé quelques-uns sur les documents officiels du SNEFK et du CETIM et du NICLIMA, exemples d'analyse de risque et des guides pour aller mener à bien cette tâche, cette mission. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Et je crois également qu'il y a le récent guide de la FCE qui traite du sujet. Si je ne dis pas de bêtises, reprenez-moi, chers collègues, si je dis une bêtise sur ce point. Une autre question, oui, donc il y a pas mal de questions, j'espère qu'on aura le temps de toutes les traiter parce que le temps file pas mal. Donc celle-ci a été traitée, excusez-moi. J'essaie de les regrouper, il y a des thématiques, des questions qui sont redondantes. Peut-être une pour Jean-Marc ici. Oui, Jean-Marc, je vais te poser cette question, je pense que tu auras la réponse. Donc, une étude comparative a déjà été faite entre fluide A2L de chez Chemours et R744, donc CO2, performance, contraintes techniques, etc. Voilà. Et cette personne nous remercie de la présentation, nous remercions de vous d'avoir participé à ce webinaire. Oui, merci pour la question. Donc oui, tout à fait. On a fait une étude comparative entre deux fluides A2L d'ailleurs de chez Chemours, le R454C et le R454A, et vis-à-vis du R744, dans une étude qui a été réalisée par Wave, qui est un bureau d'études anglais. Et dans cette étude, notamment, on a étudié la pertinence en fait des fluides A2L vis-à-vis du R744, que ce soit dans un climat plutôt, on va dire, modéré, un peu frais anglais, et également dans un climat beaucoup plus chaud, type espagnol par exemple, ou voilà, Europe du Sud. Donc il y a les résultats de cette étude là, sont en train de sortir. Il y a un livre blanc qui est en préparation là-dessus. On a déjà aussi, il y a quelques articles qui vont sortir dans la RGF et il y a un dossier expert dans la RPF qui sortira au mois de septembre avec justement tous les détails des résultats de cette étude, les hypothèses qui ont été prises, etc. Donc, on va se noter le point et puis on fera parvenir du coup les liens pour ces papiers blancs et pour les articles et ces dossiers techniques. Voilà. Merci. Merci Jean-Marc. Louis, une question sur le contexte réglementaire, comme c'était un petit peu ta partie sur ce webinaire, je me permets de te poser la question. Donc là, je cite, je lis. Attention, en ERP, le CH35 s'applique. Arrêté du 10 mai 2019, modifiant l'arrêté du 25 mai
du 25 juin 1980. Oui, nous sommes d'accord. Louis, as-tu quelque chose à ajouter à ce commentaire qui n'est pas vraiment une question peut-être? Bah, je pense que c'est davantage une précision. Peut-être que dans mon intervention, je n'ai pas été assez clair. Et effectivement, cette précision est la bienvenue. Le CH35 est de la modification de l'arrêté qui a été mentionné et il s'applique depuis mai 2019. Et en revanche, il ne s'applique qu'à la climatisation, au traitement d'air et à l'eau chaude sanitaire dans les URP. Il n'encadre absolument pas l'utilisation des A2L pour tout ce qui est réfrigération, réfrigération commerciale, quoi. Donc, il s'applique pour la climatisation, pour simplifier, en ERP. Très bien. Merci Louis pour les précisions. Donc bon, je vois le temps qui file, je vais en prendre encore une ou deux, histoire d'essayer d'être le plus exhaustif possible. Oui, donc je cite la question et attendez, parce qu'elles se ressemblent toutes, j'essaye de faire un petit peu le tri, vous demandez un instant. Hop, celle-ci. Donc oui, une question qui nous a été posée, côté matériel, je vais me permettre d'y répondre. Faut-il un groupe de récupération spécifique pour manipuler ces fluides frigorigènes, idem pour les détecteurs, etc., etc. Donc, côté manipulation de ces fluides frigorigènes, je vais éclaircir ce point. Donc, côté bouteille, on va parler déjà de bouteilles de récupération. Les bouteilles à 2L sont reconnaissables car elles auront la tête de l'ogive qui sera teinte en rouge pour signifier le caractère de légère inflammabilité de ces fluides. Ça, c'est le premier point pour reconnaître une bouteille. Côté manipulation et récupération, oui, effectivement, il faut à minima une pompe à vide adaptée à ce type de fluide frigorigène et un groupe de transfert validé, certifié à 2L. Si après on s'étale un petit peu plus et qu'on regarde sur les flexibles, etc., on reste sur les mêmes pressions, les mêmes niveaux de pression de fonctionnement. Donc, il n'y a pas de raison de changer ces flexibles. Ces flexibles sont compatibles avec les fluides A2L. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point. Peut-être que Jean-Marc, côté technique, avait peut-être quelque chose à ajouter ou était plutôt complet sur ce point. Non, tu as bien répondu, c'est complet, pas d'ajout à faire si la question a été répondue. Ça marche. Écoutez, je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions. De toute façon, j'ai envie de vous dire, nous sommes pris par le temps. Donc, je voulais une nouvelle fois vous remercier pour d'être présent et d'avoir participé à ce webinaire, autant les présentateurs que les auditeurs. Je vous rappelle que ce webinaire vous sera revisionnable à souhait dans les quelques jours qui suivent cette présentation. N'hésitez pas également à répondre au petit questionnaire qui vous sera envoyé en tant que participant. Ça nous permet d'engranger de l'expérience et de capitaliser sur ce webinaire pour mieux vous répondre par la suite et programmer de nouvelles séquences éventuellement si le besoin s'en faisait ressentir. Voilà. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être? Donc effectivement, là on a... Merci à tout le monde. C'était d'avoir votre attention ce matin. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.